On croit souvent que le problème de l'apprentissage des mathématiques tient à quelques causes simples. L'élève qui ne travaille pas assez, qui n'a pas vraiment compris, qui manque d'autonomie, qui ne fait pas assez d'exercices, qui se demande trop à quoi ça sert. Ces explications, elles sont pas toujours fausses, mais elles sont trop larges. En fait, elles donnent des directions, mais pas des mécanismes. Elles disent ce qu'il faudrait atteindre, mais elles expliquent mal ce moment précis où quelqu'un a suivi une explication, reconnu une correction, cru comprendre le coup, puis se retrouve incapable de produire seul la première ligne d'un exercice. Vraiment, il est plus intéressant qu'il n'en ait l'air parce qu'il révèle une confusion centrale dans notre manière de parler de l'apprentissage. On utilise le même mot, comprendre, pour désigner des choses qui sont très différentes. Comprendre une phrase, comprendre une correction, comprendre une notion, une méthode, comprendre quand il faut l'utiliser, pourquoi le résultat obtenu tient ou ne tient pas. Or, ces niveaux ne se confondent pas. On peut comprendre une explication sans savoir produire une solution. On peut reconnaître une méthode quand elle est déjà écrite, sans savoir la choisir quand elle est cachée dans un énoncé. On peut savoir faire une série homogène sans savoir agir dans un problème mélangé. On peut obtenir un résultat sans savoir le contrôler. On peut réussir aujourd'hui, puis ne plus rien retrouver 2 semaines plus tard. Le paradoxe de l'élève qui avait compris, c'est pas une petite anecdote scolaire, c'est la fenêtre sur la structure même de la compétence mathématique. Ce paradoxe-là, il concerne évidemment l'élève, puisque c'est lui qui vit le blocage le plus directement, mais il concerne aussi l'enseignant, qui peut avoir donné une explication claire sans avoir construit une compétence disponible. Il peut concerner le professeur particulier, qui peut débloquer un exercice sans déplacer la compétence vers l'élève. Il peut concerner le concepteur de formation, qui peut produire des contenus très limpides sans organiser le passage de la réception à l'action. Il peut concerner l'institution, qui peut évaluer des performances sans toujours distinguer ce qui relève du sens, de la technique, du choix, du contrôle ou de la stabilité dans le temps. Et il peut concerner l'usage de l'intelligence artificielle, qu'un outil peut produire une réponse propre, détaillée et récente, tout en prenant en charge exactement le moment où l'apprentissage aurait dû se construire. Les mathématiques rendent ce problème particulièrement visible parce qu'une notion mathématique, elle ne vit jamais vraiment toute seule dans une seule forme. Une équation, ça peut être une phrase, ça peut être une égalité symbolique, une méthode de résolution, une condition à vérifier ou une traduction d'un problème. Un pourcentage, ça peut être un calcul, une proportion, une évolution, un argument médiatique ou un piège d'interprétation. Une fonction, ça peut être une formule, un tableau, un graphique, une relation entre grandeur ou un modèle. Une notion mathématique, elle doit donc circuler. Elle doit passer d'une phrase à un calcul, d'un calcul à un graphique, d'un exemple à un contre-exemple, d'une procédure à ses conditions d'application, d'un résultat à sa vérification. Quand cette circulation échoue, on dit souvent que l'élève n'a pas compris, mais cette phrase, elle écrase tout. Elle comprend une panne du sens, une panne du geste, une panne du choix, une panne du contrôle et une panne de la reprise. Ce que je vais vous expliquer donc aujourd'hui, c'est que savoir faire des mathématiques, c'est pas posséder une connaissance qui est stockée quelque part dans la tête, c'est pas répéter une procédure, et c'est pas non plus ressentir qu'une explication est claire. C'est construire une compétence capable de faire circuler une notion entre plusieurs régimes d'activité. Une compétence mathématique existe quand le sens peut devenir geste, quand le geste peut être choisi dans une situation qui ne l'annonce pas, quand le résultat peut être contrôlé et quand l'erreur ou l'oubli peuvent être repris. On peut résumer cette circulation en 5 verbes: comprendre, faire, choisir, vérifier, reprendre. Alors attention, on va éviter un contresens. Ces 5 verbes, c'est pas juste 5 cases qu'on peut cocher là comme ça. C'est pas 5 chapitres qu'on pourrait traiter l'un après l'autre. C'est 5 dimensions d'un même système. Une notion, elle n'est pas maîtrisée parce qu'elle a été expliquée une fois ou parce qu'elle a été appliquée 10 fois dans un format stable. Elle commence à être maîtrisée quand elle reste disponible malgré les déplacements. Un changement d'énoncé, un changement de représentation, un changement de contexte, la disparition de l'aide, l'apparition d'une erreur, le passage du court terme au long terme. Alors attention, aujourd'hui on ne va pas avoir une vision opérationnelle de la chose, on ne va pas donner une méthode de travail, ni même vraiment forcément expliquer comment on peut trouver sa propre méthode de travail. Ça, ce sera le rôle d'une vidéo suivante qui devrait sortir pas trop longtemps après celle-ci. Ici, on va faire quelque chose de plus fondamental. On va comprendre ce que c'est, au niveau théorique et intellectuel, une compétence mathématique et surtout pourquoi elle casse parfois là où on croyait qu'elle tenait. Alors, on va prendre un exemple simple, s'il est suffisant pour faire apparaître le problème. Les pourcentages. Si on calcule 20% de 80, on a une procédure qui est directe. On multiplie 80 par 0,20 et on obtient 16. On va dire que la personne, elle sait faire des pourcentages. Et dans l'instant C3, c'est vrai. Mais si l'énoncé
Quand un prix passe de 80 à 96 € et demande le taux d'évolution, là, on a une tâche qui est déjà différente. Il faut reconnaître qu'on parle d'une variation. Il faut identifier la valeur de départ. Il faut comparer l'écart à la bonne base. L'énoncé dit ensuite qu'un prix augmente de 20%, puis baisse de 20%. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas que les deux opérations s'annuleraient, c'est que la base de calcul a changé. Si un article annonce qu'un risque a doublé, il faut encore distinguer le risque relatif et l'effet absolu. Et si une calculatrice, un tableur ou une intelligence artificielle donne une réponse à propre, il faut vérifier qu'elle répond à la bonne question, avec la bonne base, avec la bonne unité et avec la bonne interprétation. La notion, c'est la même, les pourcentages, mais la compétence mobilisée, c'est toujours différente. Il faut pouvoir calculer, il faut savoir interpréter, il faut savoir reconnaître, il faut savoir contrôler, il faut savoir critiquer, il faut savoir transférer. Et tout ça, ça peut se cacher dans le même mot. C'est pour ça que les débats actuels, en fait, sont pauvres. Ils demandent si quelqu'un sait ou ne sait pas, mais la question utile, elle est plus précise que ça. Qu'est-ce qu'il sait faire exactement, dans quel contexte, avec quel degré de guidage, pour quel type d'usage, avec quelle capacité de contrôle et quelle stabilité dans le temps. Ce déplacement-là, déjà, il oblige à abandonner l'idée d'un niveau global en mathématiques. Le niveau, c'est pas une essence, c'est pas une propriété qui est générale de la personne, comme si quelqu'un était simplement bon, moyen ou nul. Le niveau, c'est une configuration de disponibilité. Une personne peut vite comprendre le sens d'une notion et se noyer dans la technique. Une autre peut très bien exécuter très vite, mais ne pas interpréter ce qu'elle fait. Une autre peut réussir quand le chapitre est annoncé et bloquer dès qu'il faut reconnaître la méthode. Encore une peut produire un résultat mais ne pas savoir s'il est plausible. Une autre peut enfin comprendre aujourd'hui, mais ne rien retrouver plus tard. Dire il n'a pas compris, c'est trop vague. Il faut faire plus d'exercices, c'est trop vague. Il manque d'autonomie, c'est trop vague. Et toutes ces phrases-là, elles prennent une partie du problème pour le tout. Elles parlent comme si la compétence mathématique c'était un énorme bloc homogène alors qu'elle est faite de dimensions solinaires, mais distinctes. Une même réussite peut masquer des fragilités différentes et une même erreur peut venir de causes très différentes. C'est pour ça qu'un exercice réussi, ça ne prouve pas forcément une compétence solide, et qu'un exercice raté ne prouve pas forcément une absence de compréhension. Une performance, ça montre quelque chose, mais pas tout. Ça rend visible certaines dimensions, et ça en laisse d'autres dans l'ombre. Ce qu'on appelle le savoir en mathématiques, ça devrait être pensé moins comme une possession que comme une disponibilité. Posséder une définition, une formule ou une méthode, ça ne garantit pas qu'elle sera disponible au bon moment, de la bonne forme, avec le bon contrôle. Une formule peut être connue, mais rester inerte. Une méthode peut être mémorisée, mais ne pas être reconnue dans un énoncé. Une intuition peut être claire, mais ne pas guider l'action. Une correction peut être comprise, mais ne pas laisser de traces réutilisables. La disponibilité ajoute quelque chose à la connaissance. Elle suppose que l'objet puisse être mobilisé dans une situation qui ne le présente pas déjà tout près. C'est une différence fondamentale. Dans une situation très guidée, le contexte prend en charge une partie de la compétence. Le titre du chapitre indique la méthode, l'ordre des questions découpe le raisonnement, l'exemple précédent fournit le modèle, la correction donne le chemin. Dans une situation moins guidée, ces appuis, ils disparaissent, et ce qui peut sembler acquis peut se révéler seulement local. Il ne s'agit pas de dire que la première réussite était fausse, loin de là, qu'elle était bien réelle, mais attachée à un environnement. La compétence disponible commence quand une partie de cet environnement devient intérieure. La question à se poser, le geste à tenter, le contrôle à faire, la reprise à organiser. C'est pour ça qu'apprendre les mathématiques, ça ne consiste pas à ajouter du contenu. Ça consiste à transformer les appuis extérieurs en capacité interne de circulation. Si on revient à l'exemple de pourcentage, en fait, ce qu'il montre, c'est qu'une même notion peut donner lieu à plusieurs exercices. Bon, ça c'est évident quand on est professeur et même quand on ne l'est pas, mais c'est même plus profond que ça. Une notion mathématique, elle doit changer de forme. C'est dans ces changements de forme que la compétence apparaît ou se défait. Déplacer une notion, c'est changer le support qui la porte. Une formule, un graphique, un tableau, une phrase, un problème verbal, une erreur à corriger et une réponse d'outil automatique ne donnent pas accès au même aspect de l'objet. Une formule peut rendre l'action efficace, mais masquer l'interprétation. Un graphique peut rendre la variation visible, mais masquer la précision numérique. Une phrase intuitive peut donner une prise rapide, mais devenir trompeuse si elle reste trop rigide. Une procédure peut stabiliser l'action, mais masquer ses conditions d'application. Une correction peut rendre le chemin clair, mais masquer le parcours où il fallait choisir ce chemin. Comprendre en mathématiques, ça veut pas dire posséder une définition ou une image mentale. Ça veut dire maintenir une structure à travers plusieurs formes. Si le sens tient dans ces passages, on peut parler de compréhension robuste. S'il s'effondre au premier changement de forme,
on avait surtout une reconnaissance locale. Cette idée-là, elle permet de mieux comprendre pourquoi les mathématiques produisent autant d'illusions de compréhension. Une phrase, elle peut être vraie, claire, même élégante, sans être encore opératoire. Dire qu'une équation cherche les valeurs qui rendent une égalité vraie, c'est beaucoup plus juste que dire qu'il faut juste trouver X. Ça explique pourquoi on vérifie en remplaçant, pourquoi certaines opérations conservent les solutions, et pourquoi certaines transformations changent de problème. Mais cette phrase-là, elle n'est pas suffisante. Elle doit permettre aussi d'agir sur des équations concrètes, de traduire des situations, de repérer des manipulations interdites, ou même de contrôler un résultat. C'est la même chose pour une fonction. Dire qu'une fonction, ça exprime une relation entre grandeurs, c'est déjà plus profond que de la réduire à une formule. Et ça doit aussi permettre de passer d'une expression à un tableau, d'un tableau à une courbe, d'une courbe à une variation, d'une variation à une interprétation. La compréhension mathématique, elle ne se réduit pas à un contenu mental, c'est une capacité de transformation réglée. On ne comprend pas parce qu'on a une bonne phrase, on comprend quand cette phrase organise des gestes, des choix et des contrôles. Ça, c'est des éléments que j'ai déjà un peu expliqués dans ma vidéo précédente sur l'intuition. J'ai expliqué qu'on peut pas opposer l'intuition au bachotage parce qu'on peut aussi bachoter une intuition. On peut apprendre par cœur que la dérivée c'est une pente, que l'intégrale c'est une aire, qu'une probabilité c'est une chance, qu'une matrice transforme l'espace, et pourtant ne pas savoir faire quoi que ce soit avec ces phrases dès que l'exercice change de forme. On doit en retenir qu'un seul point pour comprendre la compétence mathématique. Une phrase intuitive, elle n'est valable que si elle travaille. La dérivée est une pente, ça peut être une très bonne entrée, mais elle devient compréhension quand elle permet de lire une variation, de relier le signe de la dérivée au comportement d'une courbe, de repérer une erreur d'interprétation ou de comprendre pourquoi l'image de la pente devient insuffisante dans certains contextes. Même chose pour l'intégrale commère. L'image, ça aide, mais ça doit être réparé dès lors qu'on rencontre des fonctions négatives, des orientations ou des accumulations. Une intuition trop stable, c'est une formule déguisée. Une bonne intuition, elle doit être mobile. Elle ouvre une action, elle guide un contrôle, elle accepte d'être corrigée. Et c'est pour ça qu'une compréhension mathématique, elle se mesure pas à la capacité de dire une phrase juste. Elle se voit dans la manière dont cette phrase survit au déplacement. Tout ça, ça va aussi nous permettre de sortir d'une opposition qui est classique mais dépassée entre comprendre et appliquer. Appliquer, ça veut pas juste dire exécuter, c'est faire passer une idée dans une situation. Comprendre, c'est maintenir ce sens quand la situation change. Un élève peut avoir réellement compris quelque chose dans une forme donnée et échouer ensuite parce que cette compréhension n'est pas encore assez mobile. C'est pas forcément une illusion, parfois une compréhension locale. La difficulté consiste à transformer cette compréhension locale en compétences disponibles. C'est exactement pour ça que les mathématiques, en fait, c'est un terrain qui est très riche pour penser l'apprentissage. Elles obligent à distinguer la réception d'une idée et sa disponibilité dans l'action. Recevoir une explication, ça donne parfois un sens. Produire une solution demande plus. Il faut que ce sens s'articule à des gestes, à des choix, à des contrôles et à des reprises. Si l'une de ces articulations manque, en fait, la compétence se rompt. Et cette rupture, elle peut prendre des formes très différentes. Elle peut venir d'un coût technique trop élevé, d'une procédure trop automatique, d'un choix stratégique pris en charge par le dispositif, d'un contrôle insuffisant ou d'une erreur mal interprétée. On a déjà une première rupture qui apparaît quand le sens existe mais qu'il ne parvient pas à devenir un geste. Alors, on oppose souvent, typiquement, la compréhension et l'automatisation, comme s'il fallait choisir entre l'intelligence du sens et la pauvreté de la répétition. Cette position-là, elle est trop simple. Une procédure fluide, elle peut soutenir la pensée, qu'elle libère de l'attention. Chaque signe, chaque parenthèse, fraction, changement d'unité, ligne de calcul consomme toute l'énergie mentale. Il n'y a plus assez de place pour interpréter la situation, pour choisir une méthode ou pour contrôler le résultat. Il faut traiter la procédure comme une économie de l'attention. C'est pas un automatisme, mais ça rend des opérations assez disponibles pour que la pensée puisse se porter sur autre chose. Une personne peut très bien comprendre qu'une équation cherche les valeurs qui rendent une égalité vraie, mais se perdre dans les signes et dans les fractions. Dans ce cas, le sens n'est pas absent, il reste impuissant, que le geste coûte trop cher. Inversement, une procédure elle peut très bien fonctionner dans un format étroit et masquer l'absence de forme. On développe parce qu'on voit des parenthèses, on factorise parce qu'une forme ressemble vaguement au cours, fait passer de l'autre côté sans savoir vraiment ce qui est conservé. La procédure, elle a deux pathologies opposées. Quand elle manque, le sens ne s'incarne pas, et quand elle tourne seule, elle devient aveugle. Une compétence solide, elle ne choisit pas entre le sens et le geste, mais elle les fait se surveiller mutuellement. Cette articulation-là, elle est souvent absente des débats ordinaires sur l'apprentissage. On défend la compréhension contre les automatismes ou les automatismes contre les discours trop vagues sur le sens, mais on oublie que la compétence dépend de leur couplage.
Procédure, elle n'est pas bonne parce qu'elle est rapide, mais elle est bonne si sa rapidité libère une attention utile. Une compréhension, elle n'est pas bonne parce qu'elle est profonde, elle est bonne parce qu'elle peut orienter des gestes réels. Le problème pédagogique, il n'est pas de choisir entre expliquer davantage ou entraîner davantage, il est de choisir quelle forme de pensée doit être libérée par quelle forme d'automatisation. Si le calcul d'un taux d'évolution est trop coûteux, la personne ne pourra pas réfléchir à la base pertinente. Si les manipulations algébriques sont instables, la mise en équation d'un problème devient presque impossible. Si la lecture d'un graphique demande trop d'efforts, l'interprétation d'une dérivée devient fragile. Par exemple, si le geste est automatisé sans être relié à ses conditions, il devient disponible mais dangereux. Il donne de la vitesse mais qui n'est pas orientée. La compétence mathématique, elle se construit précisément dans cette zone-là. Rendre des gestes fluides sans les couper du sens et donner du sens sans laisser le geste impraticable. On peut avoir une deuxième rupture quand une méthode est connue mais qu'elle n'est pas reconnue. Beaucoup de situations d'apprentissage masquent cette dimension-là. Dans une série intitulée Équations, on sait déjà qu'il faut résoudre des équations. Dans une série intitulée Pourcentage, on sait déjà quelle voie être faite. Dans un exercice guidé, les questions découpent le chemin. Dans une vidéo, l'exemple est choisi précisément parce qu'il illustre la notion expliquée. Dans une correction, le choix de la méthode a déjà été fait auparavant. L'apprenant peut donc avoir l'impression de savoir faire, alors qu'une partie décisive du travail a déjà été prise en charge par le dispositif. Et donc on a un vrai mur qui apparaît quand l'énoncé ne porte plus l'étiquette du chapitre. Il raconte une situation, mélange les données, utilise une formulation indirecte et demande de reconnaître une structure sans la nommer. À ce moment-là, savoir exécuter, ça ne suffit plus, il faut choisir. Et choisir, c'est pas une compétence qui est vague et qui est réservée aux bons élèves, mais c'est une dimension centrale de la compétence mathématique. Lire un énoncé mathématiquement, ce n'est pas repérer des mots, c'est reconnaître une structure d'action. Ce qui est connu, ce qui est capté, la relation qui organise les données, l'outil qui veut transformer la situation, et donc une personne peut connaître une méthode et ne pas savoir qu'elle devient pertinente ici. Elle possède l'outil, elle ne sait pas quand l'ouvrir. C'est pour ça que la correction, c'est un objet pédagogique qui est plus ambigu qu'on ne le dit souvent. Le conseil banal, ça consiste à dire que faut pas regarder les corrections trop vite. C'est vrai, mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est qu'une correction, elle transforme une situation ouverte en un chemin linéaire. Elle montre la route en effaçant les carrefours, elle supprime les hésitations, les faux départs, les indices faibles, les critères de sélection, les raisons qui permettaient de préférer une méthode à une autre. Une fois le chemin écrit, tout paraît évident. On lit la solution, on connaît les étapes, on se dit c'est bon, j'ai compris. Mais reconnaître le chemin déjà tracé, c'est pas choisir ce chemin dans une situation ouverte. Ça, c'est le piège de la compréhension rétrospective. Une correction, elle peut être parfaitement claire et pédagogiquement insuffisante, pas forcément parce qu'elle explique mal, mais parce qu'elle arrive après le moment stratégique. Elle peut expliquer le sens, repérer une erreur locale, montrer une rédaction, mais laisser intacte la dépendance au choix extérieur. On a la même chose qui vaut pour une aide humaine, une vidéo ou une IA. La question décisive, c'est pas la quantité d'aide, mais plutôt l'endroit où elle intervient. Une aide peut laisser l'exécution à l'apprenant, tout en remplaçant entièrement le choix stratégique. Il produit alors une réussite réelle à court terme, mais une dépendance invisible à long terme. On a également une troisième rupture qui apparaît typiquement quand une réponse est produite mais qu'elle n'est pas vraiment contrôlée. Là encore, le problème, il s'arrête pas juste à se relire. Vérifier ne consiste pas seulement à refaire le calcul, mais à interroger la cohérence de ce qui a été produit. Une probabilité supérieure à 1, ça doit alerter. Une longueur négative, c'est absurde. Une réponse sans unité, elle risque d'être incomplète. Une hausse spectaculaire peut venir d'une base minuscule. Une formule correcte peut être appliquée en dehors de ces conditions. Un graphique peut être exact et pourtant trompeur si l'échelle amplifie une variation. Un pourcentage peut être bien calculé et pourtant mal interprété. Il faut donc distinguer plusieurs niveaux du contrôle. Déjà, l'exactitude du calcul, la validité de la méthode, la pertinence par rapport à la question et l'interprétation dans le contexte. C'est une distinction essentielle, surtout à l'époque des outils automatiques. Une calculatrice, un tableur ou une IA, ça peut produire vite, ça peut aussi produire même proprement, mais la propreté d'une réponse n'est pas forcément sa validité, et sa validité locale n'est pas forcément sa pertinence. Une réponse peut être mathématiquement correcte et répondre à la mauvaise question. Elle peut appliquer une méthode valide à une situation où l'hypothèse manque. Elle peut calculer un nombre exact et soutenir une interprétation fausse. Quand la production devient facile, le contrôle devient central. Ce déplacement-là, il rend pas les mathématiques inutiles, bien sûr, mais il rend certaines dimensions plus importantes. Si une machine calcule plus vite, le problème c'est pas de rivaliser avec la machine, c'est de comprendre ce qu'on lui demande, d'interpréter ce qu'elle renvoie et de repérer ce qu'elle n'a pas compris ou de savoir quand une réponse mérite confiance.
Dans certains contextes, l'enjeu principal, c'est même plus d'être celui qui exécute le plus vite, mais c'est d'être celui qui voit que la base du pourcentage est mauvaise, que l'unité ne correspond pas, que l'ordre de grandeur est absurde, que la formule suppose une proportionnalité absente, que la réponse ne répond pas à la question. Le contrôle n'est pas une couche ajoutée après la production. Il vient de la structure même des objets. Vérifier une solution d'équation en remplaçant X, c'est pas une astuce extérieure. Ça vient de ce que signifie résoudre une équation. Contrôler un taux d'évolution en identifiant la valeur de départ, ça vient de ce que signifie un pourcentage. Calculer le signe d'une dérivée et la variation d'une courbe, ça vient de ce que la dérivée dit sur la variation locale. Le contrôle, c'est le moment où le sens revient surveiller le geste. Dans lui, une production peut être propre, rapide, convaincante, et pourtant fragile. Enfin, la quatrième et dernière rupture concerne l'erreur. L'erreur, on la traite souvent comme un simple manque. Bon bah voilà, quelque chose est faux, donc la personne n'a pas compris, elle n'a pas assez travaillé, elle n'est pas au niveau. Mais une erreur, en tout cas au moins en maths, ça peut être beaucoup plus qu'un résultat faux. C'est une trace de la structure de la compétence. Elle signale une rupture du sens, si la personne utilise la valeur finale comme base au lieu de la valeur initiale. Elle peut signaler une rupture du geste, si le raisonnement est correct mais que les signes, les fractions ou les transformations algébriques se dérèglent. Elle peut signaler une rupture stratégique si la méthode était connue mais pas reconnue dans la situation. Elle peut signaler une rupture du contrôle et un résultat absurde n'a pas déclenché d'alarme. Ou alors elle peut signaler une rupture de reprise si la même erreur avait déjà été corrigée mais qu'elle n'a pas été transformée en trace durable. Une erreur est très formatrice, notamment quand elle est typée. J'ai faux, ça apprend rien du tout. J'ai utilisé la mauvaise base, j'ai appliqué une formule sans vérifier l'hypothèse. Je sais faire quand l'équation est donnée mais je ne sais pas traduire l'énoncé. Je comprends la correction, mais je ne sais pas retrouver les choix seuls. Toutes ces phrases-là, elles ouvrent sur des actions différentes. Ce n'est pas une question de motivation ou de confiance qui serait très abstraite, mais c'est une bonne théorie du blocage et améliore le rapport à l'erreur parce qu'elle rend cette erreur visible. Cette idée, elle permet de préciser les dernières dimensions de la compétence, qu'on réduit souvent à tort à la persévérance ou à l'état d'esprit. C'est la capacité à se reprendre. Reprendre, ça ne veut pas dire simplement recommencer. Ça signifie transformer une expérience en ressource. Une correction qui est lue, elle peut disparaître sans laisser de compétence. Une erreur corrigée, elle peut revenir si elle n'a jamais été nommée. Une réussite, elle peut rester dépendante du contexte immédiat si elle n'a pas été réactivée ailleurs. L'oubli, c'est pas toujours une catastrophe. Ça révèle qu'une réussite était encore trop locale. Une compétence disponible, c'est une compétence qui a été réactivée, déplacée, contrôlée et reprise. Ça ne veut pas dire que toute vidéo sur la compétence devrait devenir un protocole de révision. Ça, ce sera plutôt le rôle de la suite. Mais il faut comprendre le principe. La reprise n'est pas un supplément psychologique ajouté après le vrai apprentissage, mais c'est un élément qui fait partie de la compétence elle-même. Une notion qui ne survit jamais au temps, elle n'est jamais vraiment disponible. Une erreur qui ne devient jamais une catégorie de travail, elle reste une simple sanction. Une difficulté qui se transforme immédiatement en identité type « je suis nul », elle cesse d'être une information. Reprendre, c'est empêcher l'erreur, l'oubli ou le blocage de devenir un verdict global. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est donner un nom aux dimensions qui reviennent là comme ça depuis le début. En fait, comprendre, c'est saisir les relations, les conditions et les invariants qui structurent une notion. Faire, c'est rendre certains gestes disponibles sans saturer l'attention. Les deux dimensions, elles forment déjà un couple. Le sens donne une direction au geste, et le geste permet au sens d'entrer dans l'action. Si le sens manque, la procédure tourne à vide. Si le geste manque, le sens reste impuissant. C'est une erreur de croire qu'on pourrait choisir une fois pour toutes entre compréhension profonde et entraînement technique. Une compréhension qui ne produit aucun geste, elle reste contemplative, et une technique qui ne se relie à aucun sens reste fragile. La compétence commence quand les deux dimensions s'informent mutuellement. Je sais ce que je fais assez pour surveiller mon geste, et mon geste est assez disponible pour que je puisse penser à autre chose que sa simple exécution. Ensuite, choisir. Choisir, c'est reconnaître quelle structure appelle quels outils. Surtout quand le chapitre n'est pas écrit au-dessus de l'exercice. Et vérifier, c'est contrôler l'exactitude, la validité, la pertinence et l'interprétation de ce qui a été produit. Ces deux dimensions, elles forment un deuxième couple, parce qu'elles encadrent la production. La stratégie intervient avant ou pendant l'action. Elle transforme une situation en problème traitable. Le contrôle, lui, intervient pendant ou après l'action. Il vérifie que le traitement reste fidèle à la situation. Sans stratégie, les connaissances restent dépendantes des contextes étiquetés. Sans contrôle, les productions restent dépendantes de leur apparence formelle. Ce point-là, il est super important parce qu'une grande partie de l'apprentissage mathématique réel se joue là, dans des moments que les exercices classiques rendent parfois invisibles. Choisir une méthode, ce n'est pas résoudre, et contrôler une réponse, ce n'est pas refaire tout l'exercice pour
Pourtant, sans ces deux gestes, une compétence peut donner l'illusion de fonctionner tant que quelqu'un d'autre choisit le cadre et que la réponse produite a l'air propre. La compétence stratégique et le raisonnement adaptatif sont donc les dimensions qui empêchent les mathématiques de se réduire à l'exécution. Reprendre enfin, c'est stabiliser dans le temps, transformer l'erreur en information et empêcher l'oubli ou le blocage de redevenir une preuve supposée d'incapacité. Cette dimension, elle est particulière parce qu'elle traverse toutes les autres. On peut reprendre un sens mal compris, un geste trop coûteux, une stratégie absente ou un contrôle oublié. Reprendre, c'est pas une cinquième activité côté des autres, mais elle permet aux autres de durer. En fait, une compétence mathématique, elle ne peut pas être définie seulement par la réussite immédiate. La réussite immédiate, elle peut être réelle mais fragile parce qu'elle dépend d'un contexte, d'un guidage, d'une correction récente, d'un exemple très proche. La reprise, elle teste autre chose. C'est la capacité à retrouver, déplacer, corriger et stabiliser. Elle donne à la compétence une profondeur temporelle. Sans reprise, l'apprentissage reste une suite d'épisodes. Avec reprise, les épisodes commencent à former une trajectoire. Trajectoire-là, c'est pas encore le sujet principal de cette vidéo, mais pour l'instant, il va nous suffire de voir que comprendre, faire, choisir, vérifier et reprendre, ce ne sont pas des cases indépendantes, mais ce sont des fonctions dans une même circulation. Une notion devient disponible quand elle a du sens, quand on peut agir sur elle, quand on sait la reconnaître, quand on peut contrôler ce qu'elle produit, et quand on peut la retrouver après l'erreur, l'oubli ou le déplacement du contexte. Il faut surtout comprendre que ces dimensions, elles ne s'additionnent pas tranquillement. Elles forment un système. La compréhension, elle donne une direction au geste, le geste qui vient de l'attention, penser le choix et le contrôle. Le joueur rend les connaissances mobiles hors des contextes édictés. Le contrôle maintient la production liée au sens. La reprise stabilise ce qui a été compris, fait, choisi et vérifié. Mais le système peut aussi se déformer. Travailler l'aisance suppose parfois de réduire la variation des contextes pour stabiliser un geste. Mais si on réduit trop longtemps la variation, on n'aurait pas le choix. Travailler la compréhension suppose parfois de ralentir, de comparer des représentations, de discuter des cas limites. Mais si on reste toujours dans la discussion conceptuelle, certains gestes ne deviennent jamais disponibles. Travailler le transfert suppose de varier les situations, mais si on varie trop tôt, on surcharge une technique encore fragile. Travailler le contrôle ralentit l'exécution, mais si on ne contrôle jamais, la vitesse devient dangereuse. Travailler la confiance suppose parfois les tâches accessibles, mais si les tâches restent toujours trop guidées, l'autonomie stratégique ne se construit pas. Voilà pourquoi les mathématiques résistent aux recettes simples. Comprends, fais des exercices, vérifie ton résultat, sois autonome, relis-toi. Ces conseils-là, ils sont pas faux, mais ils sont sous-déterminés. Ils nomment des directions et pas des mécanismes. Cette idée-là, elle éclaire aussi la différence entre compétence et performance. Une performance réussie dit qu'une tâche a été réussie. Elle dit pas toujours quelle compétence elle a produit. Une performance ratée, elle dit qu'une tâche a échoué. Elle dit pas toujours quelle dimension a manqué. Deux élèves, ils peuvent avoir la même note pour des raisons opposées. Il y en a un qui comprend super bien, mais qui se trompe dans la technique. Il y en a un qui exécute super vite, mais qui interprète super mal. Il y en a un troisième qui reconnaît les méthodes super bien dans les séries homogènes, mais dès que les exercices sont mélangés, c'est catastrophique. Un quatrième peut produire des réponses correctes, mais pas savoir les justifier. Et enfin, un cinquième, il peut réussir à court terme, mais avoir tout oublié à la fin du contrôle. Une évaluation globale, elle peut donc classer, mais elle informe mal si elle ne distingue pas les dimensions de la compétence. Ce n'est pas un problème scolaire, mais un problème théorique. Une tâche observable, elle est toujours plus pauvre que la compétence qu'elle prétend mesurer, évidemment. Mais elle met certaines dimensions en jeu, elle en neutralise d'autres, et elle en masque parfois plusieurs. C'est pour ça qu'il faut être un peu prudent quand on conclut trop vite qu'une personne a le niveau ou n'en a pas. Ce qu'elle a, c'est une configuration. Certaines circulations tiennent et d'autres se rompent. Le travail commence quand cette circulation devient visible. Cette carte-là, elle change le regard à tous les niveaux. Pour celui qui apprend, elle transforme l'échec global en panne localisable. Pour celui qui enseigne, elle révèle qu'une explication claire n'assure pas la circulation de la notion. Pour celui qui aide, elle montre qu'un exercice débloqué peut laisser intacte la dépendance au choix extérieur. Pour celui qui conçoit une formation, elle déplace la question de la clarté vers celle de la disponibilité. Pour celui qui évalue, elle oblige à demander quelle dimension de la compétence la performance rend-elle visible et quelle dimension laisse-t-elle dans l'ombre. Elle change aussi la question de l'utilité. Une notion mathématique, elle ne sert pas juste à calculer. Elle peut servir à interpréter, contrôler, modéliser, lire une représentation, vérifier une réponse d'outil, distinguer une comparaison valide d'une comparaison trompeuse ou former une manière de raisonner. Cette pluralité d'usage, elle explique pourquoi la même notion ne demande pas toujours le même type de maîtrise. Mais il ne faut pas non plus aller trop vite dans les solutions. C'est-à-dire qu'une compétence a plusieurs dimensions, ça ne dit pas laquelle travailler en premier, ni avec quels exercices, ni avec quel niveau de guidage, ni avec quels critères de réussite. Ça relève déjà du pilotage. Ici, l'objectif était plus fondamental. On veut juste comprendre que le blocage mathématique n'est pas toujours un manque global,
mais souvent une rupture précise dans la circulation entre sens, geste, poids, contrôle et reprise. On peut maintenant relire autrement la scène qu'on a vue au début. Quelqu'un a suivi une explication, reconnu une correction, cru comprendre, puis a bloqué seul devant un exercice. Il ne faut pas forcément lui répondre qu'il se trompait en croyant comprendre, il avait peut-être compris localement. Ce qui lui manquait, c'était la circulation. Le sens ne passait pas encore vers le geste, ou le geste restait encore trop coûteux, ou la méthode était connue mais non reconnue, ou la réponse produite n'était pas contrôlée, ou l'erreur n'avait pas été reprise. Savoir faire des mathématiques, c'est ne donc pas connaître des règles, comprendre des idées ou répéter des exercices, c'est maintenir une circulation entre plusieurs formes de disponibilité. Une compétence mathématique n'est pas une connaissance que l'on possède comme un objet, c'est une circulation entre ce qu'on peut maintenir. Comprendre, faire, choisir, vérifier, reprendre. C'est un verbe, c'est pas une recette, c'est une carte. Une carte, elle ne dit pas quel chemin choisir. Elle ne dit pas quelle dimension travailler en premier, quel exercice choisir, quelle aide demander, quelle erreur analyser, quelle finalité viser, quel niveau de maîtrise accepter pour l'instant, ni temps passer à la suite. Ça sera l'objet d'une deuxième vidéo qui devrait sortir assez vite après celle-ci. Si la compétence mathématique est une circulation entre plusieurs dimensions, comment limiter cette circulation? Comment transformer un blocage en diagnostic, un diagnostic en objectif, un objectif en trajectoire et une trajectoire en apprentissage réel?